Donc aujourd'hui, nous allons discuter des grandes crises biologiques. Je vais vous faire une introduction, puis on discutera des crises les plus iconiques. Là, ici, je vous montre notamment le registre sédimentaire d'une crise très connue, c'est la crise Crétacé-Paléogène, euh, qui est située en Tunisie. En fait, c'est la coupe de référence, donc c'est cette ligne-là, la limite Crétacé-Paléogène, la coupe de référence d'El-Kef en Tunisie. Qu'est-ce qu'une crise biologique ou une crise de biodiversité, une extinction de masse? En fait, c'est une forte augmentation de la quantité d'extinction pendant un intervalle de temps géologique court. Alors le temps géologique, on va considérer que ça va être, alors quelques, ça peut être instantané, bien sûr, mais c'est difficile à enregistrer dans le registre géologique. Mais on va aller de l'ordre de quelques dizaines de milliers d'années jusqu'à l'ordre du million d'années. Euh, pour certaines crises notamment. Après, il va y avoir plus de difficultés à identifier s'il n'y a pas une ou plusieurs crises, si on dépasse le million d'années, mais ça va être l'ordre de grandeur de la dizaine au million d'années à peu près, voire instantané bien sûr. Mais pour identifier une crise géologique, on ne va pas se focaliser exclusivement sur l'intervalle de temps géologique. Il faut qu'il soit court, bien sûr, mais comme il est difficile à mesurer dans de nombreux cas, ça va pas être le point le plus pertinent. Le point le plus pertinent, il faut avant tout que ça touche des taxons, de rang taxonomique élevé et de large répartition géographique. Donc de préférence, pas uniquement des espèces, mais des genres, des classes, des familles, ou même plus d'ailleurs. Et il faut que ce soit des espèces qui ont, des groupes, pardon, qui ont des répartitions géographiques, afin que l'effet d'un seul environnement perturbé ne résulte pas dans une extinction, on va dire, locale. Ces grandes crises biologiques vont résulter dans une diminution au moins temporaire de la diversité, mais c'est un des moyens dont on va être en fait mesuré. Donc, je vais vous montrer ça juste après. Ça va être en quantifiant la diversité au cours du temps, sur des intervalles de temps plus ou moins longs, que l'on va pouvoir identifier notamment ces grandes crises biologiques ou ces extinctions de masse. Il faut savoir que ces grandes crises biologiques, ces extinctions de masse, ont été identifiées ou au moins été mise en évidence peut-être non quantitative bien avant des travaux quantitatifs des années 80. Alors par exemple, dans le cas que vous avez ici en bas, vous avez ici à gauche des taux d'extinction de nanoplancton calcaire au cours des derniers 220 millions d'années, et puis à droite des taux d'extinction de l'ensemble des genres marins au cours du Phanéozoïque. Et bien l'exemple de gauche ne permettrait pas d'identifier une extinction de masse, tout simplement parce qu'on ne travaille uniquement que sur un groupe, même si ce groupe a un registre fossile qui est d'excellente qualité, mais une extinction chez ce groupe pourrait être liée uniquement à une perturbation qui n'a affecté que ce groupe encore présent actuellement, ce groupe d'algues, qui a une écologie donc particulière. Alors que si on travaille sur un ensemble de genres des groupes marins, au cours du Phanéozoïque, on va traiter de rangs taxonomiques plus grands, vu que là il y a tous les genres, et donc s'il y a tous les genres, il risque d'affecter notamment les classes, les familles, les classes, mais surtout, on va pouvoir toucher aussi des groupes qui ont des écologies très variées et donc des répartitions géographiques très variées. Donc le cas de droite serait beaucoup plus adéquat quant à l'identification de crises d'extinction de masse. Donc pour identifier ces extinctions de masse, il faut étudier plusieurs groupes taxonomiques dans plusieurs localités du monde. Par exemple, ici, il a été étudié au Trias des ammonites, un peu partout dans le monde. Donc on a une couverture géographique qui est excellente. Les ammonites ont un registre fossile qui est d'excellente qualité, et il faudrait ajouter ça. On pourrait travailler sur les ammonites, puis après travailler sur un autre groupe. Et ça, la combinaison des différents groupes qui vont être étudiés, de préférence d'écologie variée, qui va en permettre d'identifier des extinctions de masse. Comme je vous ai dit, les extinctions de masse sont connues, ou au moins été ressenties de façon non quantitative, il y a très longtemps, dans le registre fossile, il était observé à l'échantillonnage. Par contre, il faut se rendre compte qu'il y a eu une véritable identification quantitative au cours des années 80, notamment par les travaux de Sepkowski, associés à Rope, qui ont créé, à partir d'une quantification de la biodiversité au cours du temps,
cours de tout le Phanérozoïque, une courbe, avec ici le nombre de familles. Cette courbe, qu'on appelle d'ailleurs la courbe de Sapkowski, a permis de mettre en évidence plusieurs observations, et notamment des chutes dans la courbe de biodiversité. Ces chutes ont été attribuées à des événements d'extinction massive. Par ailleurs, ils ont, grâce à cette courbe, pu calculer des taux d'extinction, et ils ont observé que certains événements ressortaient de la dynamique, on va dire, de fond classique, mathématique, et ce sont ces événements qui vont retenir comme étant des événements majeurs d'extinction. À partir de cette courbe, Sapkowski a pu identifier 3 grands types de faune marine, et qui sont donc séparés par des événements particuliers. Ils ont pu mettre en évidence une première faune ici, la faune cambrienne, donc c'est-à-dire que les organismes dans cet intervalle de temps étaient principalement des trilobites, des polychètes, des monoplacophores, donc des organismes qui étaient très courants au Cambrien et qui l'étaient beaucoup moins par la suite, d'où le terme faune cambrienne. Cette faune cambrienne, qui n'est pas restreinte uniquement au Cambrien, il faut bien faire attention à ça, elle va être remplacée à partir de l'Ordovicien par une autre faune qui est appelée la faune paléozoïque. Alors cette fois-ci, on va avoir beaucoup de crinoïdes, d'ostracodes, céphalopodes, des brachiopodes articulés. Cette faune paléozoïque, elle va se diversifier au cours d'un événement qui est appelé l'événement de grande diversification ordovicienne, qui en fait est cette très forte augmentation de la diversification des organismes marins. Après une crise majeure qui est la crise Permo-Trias, dont on va reparler par la suite, vous avez une très très forte chute dans la diversité et vous allez avoir cette fois-ci une troisième faune qui existait déjà avant, mais qui va vraiment se développer et prendre la majorité de l'espace. Ça va être la faune moderne. Et cette fois-ci, c'est des gastropodes, des bivalves, des poissons, des échinodermes, donc des poissons osseux et des poissons cartilagineux qui vont se développer. Et elle va dominer jusqu'à aujourd'hui. Et donc c'est notamment grâce à cette crise biologique Permien-Trias que cette faune a pu se développer et perdurer encore aujourd'hui. Le travail de Sapkowski a très largement été mis à jour depuis sa mort. En effet, s'il a été précurseur dans l'aspect quantitatif de son travail à très grande échelle, sous la forme d'une sorte d'énormes catalogues qui nécessitaient un travail extrêmement fourni et long de quantification par intervalle de temps, vous avez d'autres scientifiques qui ont repris ces données, qui ont amélioré la base de données. D'ailleurs, il y a une base de données en cours qui existe toujours, qui s'appelle la Paleobiology Database, qui quantifie les occurrences de fossiles. Et donc vous avez ici les taux d'extinction des genres d'invertébrés marins au Phanérozoïque proposés par Alroy en 2008, ou ici la proportion d'extinction des genres d'invertébrés marins au Phanérozoïque proposée par Bonbach. Rope et Sapkowski étaient précurseurs et ils ont même proposé une certaine périodicité de 26 millions d'années dans les extinctions de masse. Alors ce sujet de 26 millions d'années, cette périodicité a été très largement débattue car elle est fondamentalement dépendante du taux d'échantillonnage et de la qualité de l'échelle de temps. Alors le taux d'échantillonnage, la qualité de l'échelle de temps ou même la qualité de la base de données de Sapkowski, si elle permettait de voir les grands patterns, notamment des différentes faunes, des grandes extinctions, clairement, n'étaient pas des bases de données de qualité, certains points étaient à remettre en question. Et donc cette périodicité n'a pas été vraiment conservée dans la littérature, ou tout du moins elle est souvent discutée. Et à l'heure actuelle, on ne considère pas qu'il y a une périodicité de 26 millions d'années, et qui d'ailleurs, périodicité qui ne serait pas comprise, et n'est pas aussi robuste qu'est-ce qu'elle a pu être proposée par le passé. Mais il est intéressant de discuter le fait qu'il pourrait y avoir des événements périodiques liés à une cyclicité quelconque, climatique, notamment, qui pourrait perturber les environnements et donc avoir un effet. Il y a donc
de nombreuses crises biologiques ont pu être identifiées par les travaux de Sepkoski et Rope, mais aussi par d'autres par la suite. Et le problème que l'on va avoir, c'est que toutes les études ne proposent pas le même nombre de crises d'extinction. Et ça va dépendre des mathématiques qui sont utilisées, de la base de données qui va être utilisée, ou encore des groupes biologiques qui vont être quantifiés. À savoir que la très très grande majorité de ces études prennent en compte des groupes marins d'invertébrés. Tout simplement parce que le registre fossile, c'est à ce moment-là qu'il est le meilleur. Donc forcément, on ne peut pas discuter de la même manière ces grandes extinctions de masse, par exemple, que si on avait un registre terrestre de plantes, par exemple. On n'aurait peut-être pas les mêmes extinctions. Et donc c'est ce qui arrive, même sur des jeux de données assez similaires. Bombard identifie 18 crises, donc c'est l'étude ici en bas à droite, ce sont les points en rouge, ce sont les extinctions de masse, et il met en avant, dans ces 18 crises, 3 grandes crises. Alors qu'Alroy, lui aussi, identifie 18 crises. Non, d'ailleurs, il en identifie un peu moins que 18, mais il met aussi 3 grandes crises particulièrement importantes. Cependant, entre Bombard et Alroy, les deux ne voient pas les mêmes crises, les mêmes 3 grandes crises qui auraient eu un impact extrêmement important sur la biodiversité. En effet, Bombard retient la crise finie ordovicienne, le Permien-Trias et le Crétacé-Paléogène, alors qu'Alroy retient, lui, la crise Permo-Trias, la crise Trias-Jurassique et la crise Crétacé-Paléogène. Il y a donc des crises majeures, mais des discussions qui sont encore importantes quant à savoir quelles étaient les plus importantes, les amplitudes de ces différentes crises, ou encore des potentielles périodicités qui sont à vérifier et en fait qui ne sont pour l'instant pas conservées dans la littérature. Cela étant dit, il est quand même conservé dans la littérature une notion des 5 grandes crises de la biodiversité sur la base des travaux de Sepkoski. En effet, dans sa courbe, sa fameuse courbe de biodiversité, il y avait 5 grandes chutes de la biodiversité assez marquées, qui lui a permis de mettre en avant ces 5 grandes crises notamment. Ces 5 grandes crises, qu'on appelle en anglais le Big Five, c'est la crise finie ordovicienne, la crise finie dévonienne ou aussi les crises Framien-Faménien, qui n'est pas à la toute fin du Dévonien, la crise Permo-Trias, qui est la crise la plus importante, qui est celle-ci, la numéro 3 ici, la crise finie triasique et la crise Crétacé-Paléogène, ou encore KPG, qui est la plus connue, parce que c'est la crise qui va mener à l'extinction des dinosaures. Dans l'ensemble de ces données, on ne discute que de crises biologiques à l'échelle du Phanérozoïque. Les événements antécambriens ne sont jamais pris en compte, là où ils sont probablement très importants. Mais ils ne sont simplement pas pris en compte, tout simplement parce que le registre fossile est beaucoup trop pauvre. Donc, des études quantitatives avec un registre sédimentaire et stratigraphique bien calibré dans le temps seraient très difficiles. Cependant, lorsqu'on regarde le registre fossile, notamment lorsqu'on compare la faune édiacarienne par rapport à la faune cambrienne, on voit bien qu'il n'y a quasiment pas de points communs, donc il y a très probablement une crise majeure entre les deux. Cependant, c'est assez difficile à discuter au vu du registre fossilifère néoprotérozoïque et même les registres fossilifères précédents à mâts microbiens où probablement il y a eu d'énormes perturbations au cours de ces plusieurs milliards d'années d'existence de cette diversité, mais on n'a pas les registres. Donc on ne discutera que des 5 grandes extinctions à partir de maintenant, et vous aurez une vidéo par grande extinction.